Nous allons discuter ici des illusions d'optique, pas simplement sur leur côté ludique, on y viendra, mais aussi sous l'angle de ce qu'elles peuvent nous apprendre sur le fonctionnement de notre cerveau, en particulier le système de perception visuelle. On a l'habitude de dire que les illusions d'optique nous trompent, ou trompent notre entendement, c'est vrai. Mais s'il en est ainsi, c'est parce que nous ne voyons pas simplement avec nos yeux, nous voyons aussi avec nos rétines, j'y reviendrai, et nous voyons aussi avec notre cerveau. La pluie de photons, renvoyée par les objets que nous regardons, est transformée par la rétine sur le fond de l'œil en signaux électriques. Mais ces signaux, des dizaines de millions de signaux électriques, qui sont à l'image de la scène que nous regardons, n'ont pas de sens pour nous. Aussi, dès la rétine, nos neurones sont organisés pour traiter ces signaux. Ces signaux sont ensuite transmis, par l'intermédiaire des nerfs optiques, aux aires visuelles de notre cerveau, situées à l'arrière de celui-ci. À chaque étape, nos neurones sont organisés pour traiter cette information brute, pour, à la fin, lui donner un sens accessible à notre conscience. Ainsi, notre perception visuelle dégage de cette information des contours, identifie s'ils sont immobiles ou en mouvement, dans quel sens, s'ils ont telle ou telle couleur, s'ils sont plus proches ou plus loin que tel autre, si ce sont des visages, ou telle forme que nous avons déjà identifiée et mémorisée. Ce traitement se fait au travers d'un certain nombre de mécanismes, de processus, dont nous n'avons pas conscience, des processus qui s'appuient sur des circuits neuronaux que les scientifiques ont, pour les plus simples d'entre eux, identifiés, et nous en verrons quelques-uns ici. Pour les plus complexes, c'est au travers d'illusions d'optique, comme nous allons en voir, qu'on peut les mettre en évidence. Des illusions d'optique qui nous révèlent les stratégies de notre cerveau pour nous rendre compréhensibles les images captées par nos yeux. Commençons par la rétine. Le fond de nos yeux est tapissé de cellules qui sont sensibles à la lumière. Quand un grain de lumière active ces cellules, elles produisent un signal chimique qui s'apparente en fait à un signal électrique. La rétine n'est cependant pas uniforme. On distingue en gros trois zones. La première est la fovea, la zone centrale, celle qui nous permet de voir en détail avec la plus grande précision et en couleur. Celle qui nous permet de voir la scène où nous posons notre regard. La fovea est essentiellement tapissée de cellules qu'on appelle les cônes, des cellules sensibles à la lumière possédant une certaine couleur. La périphérie est quant à elle tapissée d'autres cellules, les bâtonnets, des cellules sensibles à la luminosité et à ses variations. Ce sont par exemple les bâtonnets qui nous avertissent, presque inconsciemment, de l'irruption dans notre champ visuel d'un intrus, une voiture qui déboule de la droite ou de la gauche, un insecte qui vole, et qui nous font réagir en conséquence, c'est-à-dire porter instantanément notre regard en sa direction, ou tourner le volant de la voiture d'un côté ou de l'autre. La troisième zone est la zone dite aveugle. C'est la zone d'où part le nerf optique, qui rassemble des millions de signaux électriques collectés par la rétine et où il n'y a pas de cellules sensibles à la lumière. La partie de la scène que nous regardons, qui tombe sur cette zone, n'est pas transformée en signaux électriques. Elle n'est pas vue. Pourtant, nous n'avons jamais conscience de ce trou noir. On a là l'effet d'un premier traitement qu'opère notre cerveau. Notre cerveau combine les informations provenant des deux rétines et comble ainsi la zone aveugle de chaque rétine en utilisant les informations de l'autre œil. Nous allons prendre conscience de cette zone aveugle avec une première illusion. Pour percevoir ce que nous voulons, il vous faut vous placer en face de l'écran, avec le regard perpendiculaire à celui-ci et au milieu des deux points. Sans bouger votre visage, il vous faut fermer l'œil gauche et tourner votre œil droit afin de regarder le point à gauche. Il faut ensuite régler la distance entre votre visage et l'écran en ne changeant pas l'orientation de votre visage, en ayant toujours l'œil gauche fermé et l'œil droit regardant le point gauche. Plus votre écran est grand, plus il vous faudra vous éloigner de celui-ci, doucement, jusqu'à ce que le point de droite s'efface. Il est important que l'orientation de votre visage reste perpendiculaire à l'écran. Prenez le temps en mettant la vidéo sur pause s'il le faut. Quand le point de droite s'est effacé, c'est qu'il est tombé sur la zone aveugle de votre œil droit. Et comme l'autre œil est fermé, votre cerveau ne peut combler ce qui manque dans cette zone. C'est ce qui fait que le point semble disparaître.
Revenons à la rétine. Intéressons-nous maintenant à la zone périphérique, celle des bâtonnets. Comme vous le voyez sur ce graphique, autour de la fovea, au centre, qui ne représente qu'une toute petite partie de notre champ visuel, il n'y a quasiment que des bâtonnets, des dizaines de milliers de bâtonnets par millimètre carré, et nous allons les faire fonctionner. Encore une fois, placez-vous en face de l'écran, le regard posé sur le point fixe au centre de l'image, et restez fixé sur ce point. Maintenant, doucement, reculez votre visage et avancez-le en conservant votre regard posé sur le point central. Vous avez vu les deux roues tourner, l'une dans un sens, l'autre dans l'autre. Et pourtant, si vous arrêtez d'avancer ou de reculer, vous pouvez constater que l'image s'arrête de tourner. Ce n'est donc pas un trucage informatique, mais bien votre cerveau qui vous joue un tour. En réalité, quand vous avancez ou quand vous reculez, l'image des flèches, qui constituent les deux cercles, se déplace sur votre rétine et passe de bâtonnet en bâtonnet. Les bâtonnets voient ainsi passer de la lumière exactement comme s'ils recevaient de la lumière d'un objet en mouvement. Comme ces flèches sont organisées en cercles, votre cerveau déduit de ces mouvements sur le fond de votre œil que les flèches sont en rotation. Passons maintenant aux cônes. Vous pouvez voir sur la photo de gauche l'image de deux cônes entourés de bâtonnets. Les cônes sont de trois types qui réagissent chacun à une lumière spécifique selon sa couleur, bleue, verte ou rouge. Contrairement aux bâtonnets qui agissent collectivement, les informations de ces centaines de milliers de cônes sont conservées presque cône par cône, permettant une plus grande précision. Nous allons faire travailler les cônes de votre fovea. Quand on vous le dira, il faudra cligner rapidement des yeux. En attendant, pendant 30 secondes, en fait le temps que cette image sera sous vos yeux, fixez le point rouge sur le nez de la jeune fille. Faites attention à ce que votre regard reste bien fixé sur ce point. Maintenant, clignez rapidement des yeux en regardant l'écran. Insistez, insistez et continuez à cligner des yeux. Et oui, vous avez vu la jeune fille en couleur. En fait, pendant 30 secondes, vous avez fixé le négatif de la photo. Certains cônes de couleur ont été excités en permanence et leur sensibilité a décru. Quand vous avez regardé la page blanche, ceux-ci n'ont pas réagi, tandis que les autres ont réagi, vous faisant voir la couleur complémentaire. Les informations générées par les bâtonnets et les cônes au niveau de la rétine sont envoyées au travers du nerf optique aux aires visuelles qui se situent à l'arrière du cerveau. Ces aires visuelles sont spécialisées. On ne sait pas tout sur ce qu'elles font. Certaines traitent les formes, d'autres la couleur ou le mouvement, d'autres doivent traiter la reconnaissance des visages. Pour les traitements simples, on a réussi à déterminer jusqu'aux neurones qui identifient telle ou telle orientation de telle ou telle partie de l'image reçue sur l'œil. Voire on a réussi à identifier les neurones qui indiquent le mouvement et sa direction. En réalité, les photorécepteurs de la rétine, les cônes et les bâtonnets, sont organisés en champs récepteurs. Tout le champ visuel est ainsi couvert par des champs récepteurs, groupant chacun de quelques cônes à quelques milliers de bâtonnets. Ce sont ces champs récepteurs qui permettent de comprendre les deux illusions qui vont suivre. Chaque champ récepteur comprend un centre et une périphérie, et les informations générées par les photorécepteurs sont additionnées au centre et additionnées à la périphérie, et le centre et la périphérie sont comparés entre eux par des cellules particulières dites horizontales et bipolaires. Au résultat, la réponse du champ récepteur dépend des différences d'activité entre le centre du champ et sa périphérie. À gauche, on a un champ récepteur qui répond positivement quand le centre est illuminé et quand la périphérie ne l'est pas. On note une suractivité des cellules qui font la comparaison.
Inversement, à gauche, au milieu, on voit que ces cellules ne produisent plus rien quand la périphérie est illuminée et quand le centre ne l'est pas. Enfin, quand le centre et la périphérie sont illuminés tous les deux, le signal produit par le champ ne change pas. À droite, on observe un champ qui réagit de façon inverse, qui s'active lorsque la périphérie est illuminée et quand le centre ne l'est pas. Globalement, on peut dire que ces champs récepteurs permettent d'évaluer les changements, les contrastes, puisqu'ils sont sensibles à une différence d'illumination entre deux zones. L'évaluation des contrastes est à la base de notre perception visuelle. Elle permet de distinguer les bords et les limites des objets et donc de les identifier. Regardons maintenant cette grille, qu'on appelle la grille d'Hermann. Passez votre regard lentement d'un bout à l'autre. Que percevez-vous? Vous percevez des clignotements gris aux intersections. Mais là où votre regard se pose, l'intersection est nette blanche. C'est la fovea qui analyse cet endroit au moyen des cônes dont le traitement est des plus précis. Les champs récepteurs de la fovea sont beaucoup plus petits et on perçoit bien ce qui est dessiné. Par contre, les taches grises autour de la zone centrale sont produites par vos neurones. Voyons comment cela se produit. Les taches grises apparaissent sur la périphérie du champ visuel. Ce sont donc les champs récepteurs impliquant des centaines ou des milliers de bâtonnets, opérant, comme on l'a vu, avec une différence entre le centre et la périphérie du champ lui-même. En haut, on voit un champ récepteur illuminé entièrement par un carré noir de la grille. Le centre et la périphérie sont excités de la même manière, produisant une réponse atone. Tandis que le champ récepteur qui perçoit une intersection, en bas, est excité car il y a une différence entre le centre blanc et la périphérie noire. Ainsi, les taches grises que nous percevons sont le résultat de l'analyse de contrastes locaux produits par les champs récepteurs de la rétine, une analyse fort utile en temps normal puisqu'elle nous permet de distinguer les choses les unes des autres. Mais là, nous sommes trompés par la grille. Les bandes de Mach, ici reproduites, procèdent du même processus. On distingue nettement trois zones, une noire à gauche, une blanche à droite, et un dégradé entre les deux. Mais si vous faites attention, vous verrez que, à droite, entre le dégradé et le blanc, à la limite du blanc, il y a une bande verticale qui semble plus blanche que le blanc d'à côté. De même, entre le dégradé noir et le noir, il y a une bande verticale qui nous paraît plus noire que noire. Pour vous en persuader, vous pouvez masquer avec la main la partie dégradée et vous verrez d'un côté la bande plus blanche que blanche disparaître et de l'autre côté la bande plus noire que noire disparaître également. Ce phénomène s'explique aussi par le contraste local, par le contraste entre les différentes zones au moment de la transition. Quand le champ récepteur qui répond au noir est uniformément excité par le noir, il répond de façon moyenne. Quand un bout de sa périphérie est excité par le dégradé, une différence commence à apparaître, ce que l'on traduit par une fréquence de réponse des cellules plus basse qui nous fera percevoir du noir plus noir que noir. Et le même phénomène se produit avec le blanc. Notre rétine n'envoie donc pas les informations brutes issues des photorécepteurs à notre cerveau. Ces informations sont travaillées, les champs récepteurs mettant en évidence les transitions, les changements, les frontières, les différences de couleurs dans l'image perçue. Les signaux issus des champs récepteurs sont à leur tour analysés de proche en proche dans le cortex visuel par comparaison là aussi. Ainsi, les champs récepteurs qui analysent une ligne de notre champ visuel possédant une certaine orientation réagissent ensemble au travers de cellules qui les comparent, ici une ligne à 45 degrés. Nous avons ainsi dans notre cortex visuel des cellules qui réagissent à des lignes possédant différentes orientations dans tout le champ visuel, mais aussi des cellules qui réagissent au mouvement de ces lignes, et tout cela fournit aux aires visuelles l'information de base à partir de laquelle elles vont donner du sens aux signaux lumineux captés. Ces mécanismes de base ont été identifiés par les scientifiques. Ils savent où les cellules se trouvent, comment elles réagissent. Par contre, par quelle voie nos aires visuelles opèrent pour synthétiser tout cela, pour nous en donner une conscience nous permettant d'agir, d'identifier les objets, de les saisir, eh bien ils en sont encore loin.
Les illusions d'optique peuvent cependant mettre en évidence des processus généraux à l'œuvre dans notre système de perception visuelle. Regardez ces bandes bleues entrecroisées. Vous percevez la bande verticale bleue de gauche plus claire que la bande verticale bleue de droite. Pourtant, et je vous invite à vérifier en masquant avec vos mains les bandes horizontales jaunes, ces bandes bleues sont exactement de la même teinte. Notre perception visuelle a tendance à augmenter les contrastes afin de mieux saisir les différences. Ainsi, le bleu de droite semble posé sur le jaune. Pour augmenter le contraste, notre cerveau va assombrir le rendu du bleu. À gauche, le bleu vertical est posé sur le mauve, qui est plus foncé. Et donc, la perception que nous aurons du bleu sera éclaircie. Tout cela se passe en dehors de votre conscience. Il s'agit, en fait, pour votre cerveau, d'optimiser l'identification des objets en amplifiant les différences. On le voit avec ces morceaux de colonnes disposés sur un dégradé. Les colonnes de gauche nous paraissent bien plus claires que les colonnes de droite. Avec vos mains, si vous masquez le fond, vous verrez qu'elles sont en fait toutes de la même teinte. Avec cette illusion, on atteint un sommet. Je vous affirme que les zones marquées A et B sont exactement de la même teinte. Vous n'y croyez pas, et pourtant, regardez bien. Eh bien, vous les percevez toujours de teintes différentes. En fait, on peut s'apercevoir qu'elles ont la même teinte en masquant toute la scène, sauf les cases A et B, ce qui est difficile avec les mains. Mais on peut aussi rajouter une case de la même couleur entre les cases A et B, comme ici. Là aussi, ce qui permet d'expliquer cette illusion d'optique, c'est le contraste entre les cases adjacentes. Mais l'ombre du cylindre est essentielle dans l'efficacité de l'illusion. Notre cerveau éclaircit la case blanche qui se trouve sous la case A. La case qui est en dessous est perçue comme la case A alors qu'elle est beaucoup plus foncée. Ceci est possible parce qu'elle est dans l'ombre. Cela permet à notre cerveau de percevoir la case B comme blanche. Notre perception ne se contente pas d'aggraver les contrastes de couleurs. Elle augmente aussi les différences de taille. Regardons les deux flèches dans cette illusion dite de Müller-Lyer. Le corps de ces flèches est de la même taille. Mais nous percevons celle du bas comme plus grande que celle du haut. Il y a plusieurs explications à cela. La plus simple est que l'évaluation que nous faisons de la taille des flèches tient compte de ses extrémités, allongeant d'autant celle du bas. Cela conduit à des effets étonnants. Je vous certifie que la hauteur de l'armoire mesurée entre les lettres C et D est identique à la hauteur de la pièce mesurée dans le coin entre A et B. Impossible bien sûr, mais pourtant, si vous vérifiez avec une règle, cette illusion est construite notamment à partir de celle de Müller-Lyer, que nous avons vue juste avant. L'arête de l'armoire C et D est terminée par deux flèches rentrantes, tandis que l'arête AB, dans le coin de la pièce, est terminée par deux flèches sortantes. Ajoutez à cela l'effet de perspective et la connaissance intuitive que l'armoire ne peut pas être aussi grande que la pièce qui la contient, et le tour est joué. L'amplification des contrastes joue à tous les niveaux. Ainsi, bien que vous perceviez le contraire, les deux disques orange sont de la même taille. Celui de gauche est perçu plus petit parce qu'il est entouré de disques de grande taille, tandis que celui de droite est agrandi à cause des disques de petite taille disposés tout autour. Pourtant, cette illusion, dite de Ponzo, illustre comment notre système de perception visuelle traite la perspective. Bien que vous perceviez le contraire, vous vous doutez bien maintenant qu'il y a un loup et que les deux traits orange sont de même taille. Vérifiez-le en masquant le rail avec vos mains ou en vous munissant d'une règle. Le rail est supposé, dans notre système de perception, avoir la même largeur tout du long. Alors la seule chose qui ait du sens, c'est de nous faire apparaître le trait orange du fond plus grand que celui du bas. Cela nous rapproche de cette illusion,
et du traitement de la perspective. Vous percevez là une table évasée dont le bord du plateau le plus éloigné est le plus grand. En fait, le plateau est constitué de carrelages de taille identique, exactement superposables. La largeur du fond est égale à la largeur de devant. Vérifiez. L'aspect évasé vers le fond se justifie par le souci de notre système de perception d'agrandir ce qui est loin afin de corriger les effets de la perspective et de nous faire percevoir un rectangle comme un rectangle. Ici, en agrandissant ce qui est supposé être loin, notre perception visuelle déforme un rectangle parfaitement dessiné. Ce genre d'illusion est impressionnant. Vous pouvez percevoir deux réalités à partir de la même image. Ici, soit la tête d'un homme barbu, soit une femme dont le regard se penche vers un objet qu'elle tient entre ses mains. Vous ne percevez pas les deux en même temps. Votre conscience sélectionne l'un ou l'autre et vous pouvez basculer de l'un à l'autre. Il suffit en fait de vous raccrocher à un détail, l'œil de l'homme, les mains de la femme, pour reconstituer toute l'image, celle qui a le plus de sens à partir du détail que vous avez sélectionné. Ici, vous avez trois vues d'un même et élégant objet, n'est-ce pas? Le visage de Jésus, réalisé en porcelaine et en creux, photographié de droite, de face et de gauche. Vous pouvez vérifier à l'étiquette, en bas à droite, que c'est bien le même objet et pas un montage. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les trois vues, le visage se tourne vers vous. Un miracle? Non. Ce visage est en creux, nombre de détails sont incohérents. Mais nous percevons deux yeux, une bouche, et cela suffit à notre perception visuelle pour nous faire percevoir un visage normal. Ce mécanisme est dans notre système de perception plus fort que les indices de profondeur. Notre perception visuelle passe par-dessus les imprécisions et les incohérences pour nous faire percevoir ce qui a le plus de sens, un visage tourné vers nous. Vous pouvez reproduire cette illusion en plongeant votre visage dans la neige poudreuse, imprimant ainsi votre visage en creux. Vous pouvez aussi venir la voir de près, cette fois avec le visage de Einstein, lors de la prochaine édition de la Fête de lutte ouvrière.